Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi de vous retrouver. Planète Ingé, c'est le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif de le faire grandir et qu'il n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors, si vous voulez aider Planète Ingé et devenir un membre du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez l'épisode pour 30 € et vous devenez le gardien intemporel du fichier audio et vidéo. Et vous devenez alors surtout un membre de la communauté Planète Ingé. Pour ça, ça se passe sur planeteinger.uncut.fm et 10% des revenus sont reversés automatiquement à une ONG ukrainienne. Vous pouvez aussi faire un don direct et récurrent sur la page Tipeee de l'émission avec exactement les mêmes compensations. Je vous mets les liens dans le descriptif. Merci à tous, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute, bon épisode. Bonjour Sylvain, merci d'être avec moi dans cet épisode de Planète Ingé. Tu nous rappelles rapidement, en 20 secondes, qui tu es? Alors, bonjour Mathieu, je suis très content d'être avec toi. Moi, je suis Sylvain Deplace, cofondateur et directeur technique de Tolv, anciennement connu sous le nom de Phoenix Mobility, une startup qui convertit les véhicules thermiques en véhicules 100% électriques et on s'adresse à des véhicules utilitaires pour les professionnels. Ouais, alors comment j'ai rencontré Sylvain, juste pour changer d'intro par rapport à l'épisode 1, pour pas que les gens se lassent. On vous a pas raconté la petite anecdote. En fait, le cofondateur de Tolv, donc Antoine Desferré, Déféré. Déferré, pardon, Mm. décidément avec les noms, ce sera la saison 2 des noms mal prononcés. Antoine Desferré m'avait invité dans son podcast sur la productivité. Alors je pense que j'étais le plus mauvais invité qu'il pouvait choisir pour ça, mais en fait finalement ça faisait un épisode super sympa parce que je suis pas du tout organisé. En fait, il voulait avoir mes tips d'organisation entre papa, podcasteur et directeur des ventes et je lui ai expliqué C'est quoi tes tips? justement que je suis la personne peut-être la moins organisée donc ça part tout de suite en cacahuète. On a fait une super première partie sur la mobilité électrique, sur les voitures électriques, donc je vous laisserai aller écouter. Et on va se recentrer un petit peu sur les activités de Tolv, sur comment on convertit un utilitaire, donc thermique, on imagine avec toutes les contraintes qu'il y a, comment on le convertit en véhicule électrique. Qu'est-ce que ça implique techniquement? Qu'est-ce que c'est? On va essayer d'être le plus simple possible dans les explications. Bien sûr. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. Eh Oui, donc je ben, reviens. Oui, alors, Antoine m'avait invité dans son podcast et Antoine n'est oui. pas ingénieur. Donc j'invite Sylvain, un ingénieur. Voilà. Donc on y va, c'est parti. On revient sur la transformation. Alors, transformer un utilitaire thermique en utilitaire électrique, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de rétrofit. Donc le rétrofit, pour ceux qui, c'est transformer, mais en gardant la majeure partie du Exact. véhicule. Et voilà, explique-nous et essaye de nous expliquer le plus simplement possible en quoi ça consiste. Alors, de manière très très simple, mais qui requiert beaucoup d'ingénierie derrière, c'est vous voyez votre véhicule, on va enlever le réservoir, le moteur, et à la place, on va mettre une batterie, un moteur électrique, et il repart électrique. C'est aussi simple que D'accord. ça. Ok. La conversion, c'est sur le principe, hein, si je dois l'expliquer avec les mains, c'est aussi simple que ça. Par contre, ça requiert finalement beaucoup d'ingénierie derrière pour rendre le process simple et répétable. C'est vraiment là qu'est toute la différence. Si je vais un petit peu plus en détail, il faut imaginez-le vraiment avec votre véhicule. En fait, votre véhicule, vous allez vérifier qu'il est dans un bon état mécanique, par un contrôle technique, quelque chose comme ça. Vous allez prendre contact avec nos équipes, qui vont vérifier que ce véhicule est éligible à la conversion. Je reviendrai derrière, qu'est-ce qui rend un véhicule éligible, qui sont généralement des notions d'homologation. On le récupère. On vérifie nous aussi qu'il a un bon état mécanique. Et effectivement, comme je disais avant, commence la conversion. Cette conversion-là, on va retirer les éléments polluants. Donc, généralement, le moteur, le réservoir, le pot d'échappement, etc. Toute la traction thermique, finalement. On va garder tout ce qui peut être encore gardé et qui, finalement, n'a pas besoin d'aller à la poubelle. Le châssis, l'intérieur, les sièges, les plastiques, tout ça, en fait, ça va être gardé. On va faire par-ci par-là des remises en état, si ça a besoin d'être fait. Et derrière, dans l'espace que l'on a récupéré, donc que le réservoir nous a laissé, que le moteur nous a laissé, en faisant le moins de modifications possible, tant sur le châssis que sur les espaces utiles. C'est-à-dire que nous, par exemple, on ne touche pas à l'espace utile du coffre.
on va installer un moteur électrique, la batterie qui l'accompagne, un chargeur embarqué pour pouvoir se recharger, tout un ensemble ensuite d'accessoires qui vous permettent d'avoir accès au même niveau de confort que le véhicule d'origine. Donc par exemple, le compresseur de climatisation, pour avoir une climatisation, le chauffage, et cetera. Toutes ces choses qui auparavant fonctionnaient avec le moteur thermique. Ouais, et juste là, c'est plus, bon, enfin, je pose une question, bête, mais je pense que Mmh. ça va intéresser les autres aussi. Le système de lubrification, il doit être maintenu, il doit être gardé ou on peut s'en passer du coup? Lubrification, du moteur et de la boîte de vitesse? Ouais, Alors, ben, en fait, tu t'en «passes» entre guillemets, c'est-à-dire que la boîte de vitesse est généralement remplacée, elle a son huile, elle est mise en huile, après, en tournant, elle baigne dans un bain d'huile et elle ouais. va se lubrifier. Le moteur, en fait, Oui, non, mais aujourd'hui, électrique, enfin, si tu dois faire des ordres de grandeur, mmh. d'accord? Je crois que j'avais vu ça publié. Un moteur thermique, c'est 2000 pièces en mouvement. Un moteur électrique, c'est 50. Ah ouais. Voilà. Donc, pour donner un rapport des choses, si tu veux, et fait vraiment l'ordre de grandeur qu'il faut comprendre, c'est que par cette simplification du nombre de pièces qui composent, le composant, en Qui fait, compose le moteur, ouais. et qu'on compose le moteur, tout à fait, tu vas te retrouver avec moins d'entretien, potentiellement plus de fiabilité et on pourrait dire même que virtuellement un moteur électrique, c'est increvable. C'est quelque chose qui est éternel. Faut comprendre que quand on parle des moteurs électriques qui sont dans nos voitures électriques d'aujourd'hui, c'est quasiment la même technologie que celle qui, produit toute l'électricité de France dans nos centrales hydrauliques, nucléaires, à charbon. Puisque finalement, toutes ces centrales-là, ce ne sont que des grosses chaudières qui vont faire tourner une turbine. Derrière cette turbine, il y a un moteur électrique. D'accord, OK, je comprends. Et donc du coup, comment vous gérez? Il y a une différence de poids importante quand on installe batterie, moteur électrique et on enlève des éléments, thermiques? Est-ce que ce qu'on enlève et ce qu'on met à la place au niveau du poids, c'est équivalent ou est-ce qu'il y a une Mmh. différence? Alors, généralement, je vais pas te mentir, il y a un petit alourdissement du véhicule. Ouais, C'est très complexe de rester dans le même niveau de poids. Généralement, le moteur qu'on rajoute est plus léger que le moteur qu'on enlève, les moteurs thermiques étant, assez lourds. Un moteur électrique a un meilleur rapport, qu'on a dit, un rapport poids-puissance, mais l'essentiel du poids qu'on rajoute est généralement celui de la batterie. En termes de si on veut parler en relatif, d'accord, on va rajouter entre, 0 et 20 de la masse d'origine, en masse à vide, j'entends, hein. Donc, si vous aviez un véhicule qui, en ordre de grandeur, par exemple, pesait 1,5 tonne, je vais mettre un ordre de grandeur comme ça, généralement, vous avez 200 à 250 kilogrammes qui sont retirés liés au réservoir, au moteur, et cetera, on va rajouter à peu près 400 kilogrammes, avec notre traction électrique et donc on a un surplus de 150, 200, d'accord. 250 selon la taille de la batterie, kilos sur le véhicule. D'accord. On en a parlé tout à l'heure, vous avez écouté la partie, 1 de l'épisode. On a parlé d'empreinte carbone Mmh d'un mh. véhicule neuf électrique, et du coup, qu'est-ce que ça signifiait? On a mentionné une valeur de 100 000 kilomètres pour Mmh que mh. l'impact Mmh mh. écologique du véhicule neuf soit moindre que celui d'un véhicule Oui. thermique. Quand on fait un rétrofit comme ça d'un véhicule existant, Mmh. tu me vois venir, quelle est la justement Oui, bien sûr. combien de kilomètres quel est l'impact carbone calculé, ramené au Ouais. nombre de kilomètres, je sais pas. Ouais, bien sûr. Alors, là-dessus, je vais faire une chose, je vais essayer de m'appuyer sur une étude de l'ADEME. Il y en a une récente qui est sortie sur le rétrofit, puisque, on a demandé à l'ADEME de se positionner, qui, dans la forme, n'est pas aussi complète que celle qui a été faite en 2012. Elle a essayé d'apporter une réponse un peu plus, rapide et des grands ordres de grandeur. Les ordres de grandeur sont pas nécessairement, en kilomètres, mais en relatif. Désolé, ça va être du relatif. Et on les a comparés par rapport, donc on a pris quelques hypothèses. L'ADEME, hein, quand je dis on, c'est l'ADEME a pris quelques hypothèses. Les hypothèses de l'étude, c'est, dans l'ensemble, qu'on fait un rétrofit à la moitié de la vie d'un véhicule, en considérant qu'un véhicule, aujourd'hui en France, roule à peu près 20 ans. Donc on va prendre un véhicule qui potentiellement a roulé 10 ans, peut-être un peu moins, entre 5 et 10 ans, et qu'on va le prolonger de autant. D'accord? Potentiellement en roulant, jusqu'à 20 ans, potentiellement en ayant un véhicule qui n'a roulé peut-être que 16 ans en tout, hein. C'est-à-dire qu'au bout des 8 années de sa première vie, on lui donne une deuxième vie pour 8 ans à nouveau. On fait une hypothèse aussi qu'on va faire une somme modérée de kilomètres, uniquement 5 000 kilomètres par an après un rétrofit.
ce qui est assez peu finalement, hein. Nous, on table plus sur quelque chose comme 10 à 15 000 km par an, ce qui voudrait dire derrière une nouvelle vie rétrofit qui va s'évaluer entre 50 et 150 000 km supplémentaires. D'accord? Mhm. L'hypothèse aussi que le véhicule d'origine fonctionnait au diesel, que la batterie était dans un ordre de grandeur de 30 kWh. Alors c'est moyenné, il faut comprendre que l'ADEME a dû moyenner entre les grosses batteries qu'on met sur les fourgons, les petites batteries que l'on va mettre sur les véhicules citadins, et un usage électrique avec le facteur d'émission français. Là, j'ai posé les hypothèses. Maintenant que je les ai posées, je vais pouvoir donner les résultats avec les gains environnementaux qui ont été évalués par l'ADEME, qui sont en relatif. Donc, le gain, c'est 60% de réduction de GES, des gaz à émission, gaz à effet de serre, pardon, D'accord. par rapport au maintien du véhicule diesel. Et ensuite, c'est 36% de réduction de gaz à effet de serre. À chaque fois, je veux te dire émission. Par rapport à la mise à la case du véhicule thermique et l'achat du véhicule électrique. Donc, je redis. Si tu avais choisi de garder ton véhicule thermique, que tu dis entre est-ce que je garde mon véhicule thermique ou je fais un rétrofit, avec le rétrofit, tu fais à 60% de gain. Ouais. Si tu te posais la question et que tu veux comparer, de se dire ouais, bon, j'aimerais bien changer mon véhicule, je le mets peut-être à la casse, je vais m'acheter un nouveau, j'en sais rien, Master Z2, Sprinter électrique, je ne sais plus leur nom. D'accord. Et j'hésite entre ça et le rétrofit. Là, tu gagnes, avec le rétrofit, 36% d'économie de gaz à effet de serre. Ok, bah, ça me paraît très clair. Ça me paraît Voilà. très clair. Du coup, on a parlé de qu'est-ce que c'était de rétrofiter, on a parlé des impacts. Vous, en termes de combien de temps ça vous a pris sur un type de véhicule de concevoir et de Mmh. standardiser Mmh. un remplacement? Pour te donner, est-ce que voilà, après à l'échelle, si on voudrait imaginer la même chose sur un plus Mmh. gros volume de véhicules, on sait qu'il y en a quand même pas mal de différents. Du coup, Oui. vous, voilà, sur un modèle, combien de temps ça vous a pris pour arriver à établir un business model technique, on va dire, et à Oui. standardiser le rétrofit? Alors, cette question, elle est assez dure, c'est assez dur d'y répondre dans le sens où, il y a un petit peu de parce qu'il y a eu ça s'est mélangé. Il y a eu pas mal d'apprentissage, on crée quelque D'accord, chose de nouveau et qu'en plus de ça, derrière, la logique est pas linéaire, d'accord. elle est plutôt, logarithmique, je devrais dire. C'est-à-dire que tu dois passer quand même beaucoup de temps investi au début, pour, comprendre les verrous technologiques. En fait, on les découvre vraiment sur le tas, des verrous, qui soient technologiques ou opérationnels, et une fois que tu as trouvé la réponse à ces verrous-là, les dupliquer te prend en général beaucoup moins de temps, quand tu vas attaquer les nouveaux modèles. D'accord. Maintenant que ça c'est dit, nous on a travaillé, typiquement on a travaillé pendant je vais donner un ordre de grandeur, entre le concept, la première fois on a ouvert un projet sur Renault Trafic, qui était un vieux Renault Trafic, le Trafic de phase 1 jusqu'à son homologation. On a eu à peu près Oui. entre, la négociation, d'un nouvel arrêté, hein. Faut comprendre que c'était à une époque où, l'arrêté n'était pas paru. La mise en application de cet arrêté qui est donc le réglementaire, hein. On parle là de réglementation, d'homologation, et tous nos aspects technologiques, on a mis 2 ans. 1 an pour notre conception, 1 an pour les notions réglementaires, d'homologation, etc., etc. On a été des leaders et des pionniers. On a travaillé conjointement avec l'UTAC et le CNRV pour comprendre comment, dans le texte réglementaire, on l'applique en des véritables tests qui vont certifier du niveau de sûreté fonctionnelle du véhicule. Ça D'accord. nous a pris à peu près 1 an. Et derrière ça, on s'est dit maintenant, OK, on veut répliquer. On a un kit aujourd'hui qui est conçu, qui est bien. On veut le mettre dans l'évolution du trafic, donc dans un deuxième modèle, donc qui a été le trafic de phase 2, qui ont des petites, qui ont l'air identiques, mais qui ont quand même des petites différences. Et pour donner un ordre de grandeur, là, on est passé de 2 ans à 1 an, un petit peu moins d'1 an pour tout faire. C'est-à-dire que l'homologation Ah oui. s'est ramenée à 6 mois, la partie conception, elle a été rétrécie de 6 mois, et cetera, et cetera. Ça, c'est de l'ingénierie, c'est l'investissement d'ingénierie qui est nécessaire derrière. Il faut le comparer à des investissements d'ingénierie sur du véhicule neuf. Les temporalités du véhicule neuf sont plutôt de l'ordre de 24 à 30 mois. Nous, aujourd'hui, on table sur la création d'une plateforme. Donc, quand je parle d'une plateforme, mais qui est vraiment l'idée de dire, imaginons que je veuille repartir de zéro, que je veuille créer un kit qui puisse aller sur une plateforme de véhicule.
Plateforme de véhicule, typiquement, pour donner un exemple, ça serait de dire, je veux que mon kit soit compatible avec du Renault Master, du Fiat Ducato, par exemple, qui sont des véhicules qui viennent de marques complètement différentes, qui n'ont pas été conçus de la même façon, etc., etc. Jusqu'à la mise en production, on considère aujourd'hui qu'on est sur un ordre de grandeur d'à peu près 15 mois, 15 à 18 mois. Donc ce qui est globalement jusqu'à 2 fois plus rapide que sur un véhicule neuf là-dessus. Et Et voilà. c'est ça votre ambition après, c'est de déployer sur un maximum ou de rester focus sur voilà, des séries qui vont vous apporter déjà un certain volume en plus, hein. Enfin, j'imagine que Bien quand vous êtes sûr, sur un modèle, vous allez déjà sur un volume. Si vous faites déjà tous ces véhicules-là, on sera bien déjà sûr. très bien, avant de penser à se diversifier. Alors, effectivement, là, c'est une notion de stratégie d'entreprise. Après, j'ai envie de te dire, une fois que c'est en prod et tu as ton outil de production qui tourne. Maintenant, si tu commences à mettre de la diversité dedans, la diversité, ça se gère sur des lignes, c'est applicable. Et à côté de ça, moi, j'ai des ingénieurs, faut les faire travailler. Donc oui, l'ambition, il y a quand même une notion de diversification, pas nécessairement sur les segments de marché. En fait, nous, on fait des véhicules à usage professionnel et c'est vraiment notre cœur de marché. Mais potentiellement, sur, les modèles qui la composent, donc évidemment sur l'utilitaire en France, on voit beaucoup, les Renault Master, les Renault Trafic, on voit les Fiat Ducato, par exemple, pour citer, 3 modèles, vraiment vendus, la plateforme Stellantis. Aujourd'hui, on a déjà attaqué le Trafic, on va attaquer le Master avec un partenariat avec Renault. Et pour nous, il paraît évident de pouvoir traiter du Ducato de manière à pouvoir être, via ces quelques modèles, pour donner ce nom-là, hein, par exemple, vraiment capable d'attaquer tout ce segment de marché et ne laisser personne à côté. C'est-à-dire que nous, on ne maîtrise pas chez les clients de savoir ce qu'ils ont et on ne peut pas se permettre de leur dire: «Ah désolé, tu as un Ducato, je te propose de te le remplacer par un Master». C'est pas ce qu'on fait. On ne fait pas du remplacement de véhicules. On prolonge la durée de vie des véhicules qui sont déjà sur la route. Et du coup, quand vous attaquez un véhicule comme ça, est-ce que les fabricants d'origine, vous avez besoin de les contacter pour avoir des infos? Est-ce qu'ils jouent le jeu? Ou alors Mmh. est-ce que vous avez Mmh. un Renault Master là, caché, désossé, photographié dans tous les sens pour concevoir Ah, le rétrofit? je pourrais pas te donner tous nos secrets de Mmh. conception parce que oui, c'est ce qui fait notre valeur. Mais pour répondre, si on a besoin de les contacter, non, pas forcément. C'est plus simple, on va pas se mentir, hein. C'est plus simple si on a le contact parce qu'on a plus d'infos. Mais non, quand on a commencé, quand on a fait les Renault Trafic, on n'avait pas leurs infos. On ne les avait pas et on a fait 100. Et donc du coup, il y a vraiment un travail, alors qui s'appelle dans le métier le reverse engineering, Ouais. du hackage, hein. C'est hacker, le système, le comprendre, rentrer dans la tête du concepteur d'origine et une fois que tu as compris comment le système fonctionne, te dire: «Bah, voici ce que je vais garder du système d'origine ou pas, ce que je vais remplacer», avec une logique qui pour nous est toujours la même, remplacer le moins de choses possible. Essayer de simplifier l'installation pour qu'elle soit la plus rapide possible et en mettant ces contraintes là-dessus, on se rend compte, très rapidement et en fait, on va diriger, on va piloter l'ingénierie, vers, pas mal de reverse engineering, pas mal le besoin de comprendre comment le système fonctionnait auparavant. Mais une fois que c'est fait, en fait, après, c'est qu'une question de modifier un petit peu tes faisceaux, entre guillemets, hein, je vais simplifier, mais modifier un peu tes faisceaux, adapter ton software. Nous, on maîtrise le software chez Toll, c'était notre volonté. Adapter ta conception et tu viens changer, 20 d'une conception qui, par ailleurs, a 80 de standard, quoi. OK. Il y a des ingés de chez, Peugeot, Renault qui appellent en disant: «Ouais, mais moi je voulais faire du rétrofit, j'ai jamais pu le faire chez Renault, vous embauchez? Je viens bosser pour vous». Alors, on a embauché dans le passé, effectivement des gens de chez Renault, des gens qui ont travaillé avec Renault. On a eu des gens qui nous ont fait ces appels-là, oui, oui, oui. On a eu des gens qui m'ont appelé en disant, «Mais votre idée est géniale, moi j'en ai eu marre de bosser chez Renault, je viens». Heu, c'est oui, enfin, pour répondre simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir en revanche derrière si ces personnes-là, ne sont pas trop imprégnées de la culture de ces grands groupes Et et oui, sont on a capables de s'imprégner d'une nouvelle culture, qui est eh plus beh, celle des bah, c'est startups. une bonne question. On a parlé d'agilité tout à l'heure. C'est quoi les valeurs culturelles, pour que ça fonctionne chez Tolv? Quand on arrive, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité?
Ah, On donne des indices, comme ça les gens qui voudront, ouais, ils bien sûr. écouteront. Alors, nous, on a quelques valeurs clés, chez Tolv. Donc, l'une des plus grandes, le courage. Clairement, le courage d'oser, le courage de se dire, il y a pas d'idée, qui est mauvaise. Il y a pas de: «Ah, mais je ferai pas parce que non, non, non», on teste. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis. C'est voilà, donc le courage avant tout. Ensuite, c'est la transparence. Transparence, dans ce que l'on fait, pourquoi on le fait, hem, dessus. On a une de nos valeurs encore qui reste l'humilité. L'humilité de toujours continuer à apprendre, de toujours pouvoir de savoir dire: «Je ne sais pas», quand on ne sait pas, de pouvoir demander de l'aide et évidemment la coopération parce que quand vous êtes David, que vous êtes, 30 personnes face à des grands groupes de 10 000, on peut pas se permettre de jouer, solo. On a besoin de toutes les compétences et qu'elles se parlent entre elles. Il y a quelque chose qui te fait peur? Ce qui pourrait changer dans l'évolution de la boîte et qui, toi, te Alors, ce qui me fait peur, moi, c'est le changement climatique et c'est ce qui m'anime au quotidien. Après, dans les défis plutôt de la boîte et les défis de demain, c'est vraiment le passage à l'échelle. C'est vraiment un enjeu fort pour l'entreprise. Être en capacité de concevoir, et de produire, quelques dizaines de véhicules, c'est une chose. Le passer à l'échelle et être capable de faire 1000 véhicules à l'année, le gap est énorme. Le gap est juste énorme. C'est des sujets organisationnels, d'entreprise, d'exécution. C'est de la remise en question constante et il faut que chaque individu et nous les premiers, les cofondateurs, moi le premier, on soit en capacité de changer nos façons de travailler et d'apprendre tous les jours. OK. Et du coup, ça m'amène à une transition assez intéressante, sur, le sourcing aujourd'hui pour faire vos Mmh. rétrofits. Le sourcing des batteries, Oui. le sourcing des moteurs, c'est Mmh. quelque chose qui est voilà, c'est dur, c'est pas dur, il y a des contraintes là-dessus, de coûts justement importants. Ouais. Mmh. Mmh, Vous mmh, vous êtes mmh. touchés par l'inflation? Dis-nous tout, Alors, dis-nous tous les secrets. je peux pas tout Non. dire, mais j'ai dit qu'une de nos valeurs, c'était la transparence. Alors maintenant, je suis piégé. Alors, évidemment, le sourcing, c'est, ultra stratégique dans une entreprise industrielle qui fait du hardware. Évidemment qu'en plus l'inflation est très sectorielle et que l'automobile est très touchée par l'inflation. Donc, nous aussi, ça nous touche. Nous aussi, on a le sourcing comme, fer de lance, et enjeu stratégique de l'entreprise. Je vais pas mentir, c'est difficile. C'est difficile comme, pour tout acteur dans cette filière. Ça veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Aujourd'hui, ce que je dois dire et l'analyse que je peux donner en tout cas, c'est que c'est finalement peut-être plus simple aujourd'hui, alors qu'on a pourtant un contexte d'inflation, un contexte de crise dans le secteur, que ça ne l'était il y a 3 ans, pour nous en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs veulent travailler avec nous, ce qui n'était pas le cas avant. On a véritablement réussi à créer un écosystème autour du rétrofit. Vraiment, je me revois encore, je me souviendrai encore de cette, discussion que j'avais eue avec des acteurs de Valeo qui, presque nous riaient au nez et pensaient qu'on était des jeunes étudiants qui avaient juste un projet, comme ça, et voilà, qui voulaient pas travailler avec nous et qui 2-3 ans après, sont revenus vers nous, nous ont proposé des produits et qu'on a pu mettre en compétition avec d'autres acteurs. Donc voilà, là-dessus, de mon analyse, il y a des gros risques, c'est extrêmement dur, mais on a aussi beaucoup plus d'opportunités qu'on en avait il y a 2-3 ans. OK. Juste je oh, les batteries, c'est un seul fabricant? Vous avez plusieurs? Non, c'est juste par ignorance, hein. Tu es pas obligé de donner des chiffres ou Alors des noms, mais je vais pas donner de nom, historiquement, on a été obligé de pouvoir travailler avec, un seul fabricant et on a conçu nos batteries nous-mêmes, c'était une force de Tolv. Aujourd'hui, grâce à l'écosystème qui se crée, on est en capacité d'être en double sourcing. Ça veut pas d'accord. dire que potentiellement ça veut pas dire qu'on va, placer des produits qui ont 2 définitions techniques différentes, 2 batteries différentes, mais comme je l'ai dit, on peut commencer à mettre, les acteurs en compétition et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'autant sur des marchés, de fournisseurs asiatiques qu'européens, on trouve du répondant. On a été capable de qualifier des fournisseurs européens également.
Donc ça, c'est bien. Et vous visez justement la rentabilité économique. Pour moi, je trouve que c'est important d'avoir un Bien sûr, écosystème autour de la transition écologique qui soit rentable et qui ne repose pas que bien sur sûr. des levées de fonds et que derrière, bouf, ça s'écroule, quoi. Donc, bah non, mais c'est une vraie question. Enfin, je veux dire, Non, mais bien sûr. on Alors l'a tous dit. alors bien sûr, évidemment qu'on est en recherche de rentabilité économique, là-dessus, comme je l'ai expliqué, dans la première partie, de l'interview, la rentabilité économique, tu peux la faire de différentes façons, via, effectivement une logique assez, vieille comme le monde, hein, j'ai mes coûts, j'ai mon prix client, je regarde ma marge entre les 2 avec la marge sur coût variable, et hop et c'est une marge sur l'achat. Ça, c'est la première façon de faire et on est effectivement en recherche de cette, rentabilité économique-là, avec une stratégie de design to cost. Mais il y a d'autres façons, hein, de faire, de la rentabilité économique sur lesquelles on est en train d'explorer. Donc ces façons, elles sont par, la vente de services, elles sont par de l'ajout de fonctionnalités potentiellement mensualisées, elles sont sur du service additionnel qui potentiellement va mieux marger, elles sont sur des, propositions de services financiers, pour, l'aide à l'achat. Il y a plein de choses qu'on explore en ce moment. C'est très, très intéressant. Là, on rencontre des acteurs on a hâte de travailler avec eux et ce sera aussi une façon de créer, cette, rentabilité économique, oui. Super. On va arriver au terme de l'émission. J'ai une question, deux questions. La deuxième, je la garde pour le bonus. On la mettra en bonus sur YouTube. La dernière question, c'est voilà, est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu kiffes encore? Et qu'est-ce qui te plaît vraiment là dans le Dans ce que challenge je fais. actuel? Ouais. Franchement, est-ce que je kiffe encore? C'est oui et c'est dur parfois. Parfois, tu as la tête dans le guidon, tu bosses, il y a pas d'autre mot, hein, comme un chien. Tu es là à éteindre les feux à droite et à gauche parce que c'est ça le travail d'un entrepreneur. Tu vois que tu as pas tout bien fait dès le début et tu es en train de te prendre les coups de bâton de ce que tu as pas bien fait au début et parfois, à ces moments-là, c'est dur. Puis, c'est les montagnes russes. Quand ça va pas, ça peut aller, très mal, mais derrière, tu as une autre nouvelle qui te dit: «Ah punaise, on a réussi ça». Là, en ce moment, je le disais, on livre nos premiers clients d'ici la fin de l'année. On s'est mis en ordre de marche pour faire de la production de véhicules. On a notre atelier la dynamique a complètement changé dans l'entreprise. En quelques semaines, on est passé vraiment de quelque chose de très orienté bureau d'études et avec une production dont on ne parlait plus que ce qu'on faisait finalement. Et puis là, d'un coup d'un seul, de voir à la chaîne des kits de rétrofit se monter, se fabriquer, s'installer dans les véhicules, ça donne une énergie folle. Vraiment, ça donne une énergie folle et ça rappelle pourquoi on fait les choses. Et quand j'ai un doute, quand j'ai un doute parfois ou que ça va pas, ben, je monte dans un de nos véhicules que mon équipe a conçu et je vais un peu profiter sur la route et ça me rappelle pourquoi je fais ça aussi. Quand on a eu notre call préparatoire, il faut que je vous explique, j'ai eu Sylvain qui était en t-shirt blanc avec du cambouis, des gants, qui était les mains dans le véhicule en train de bricoler. Il me disait, mais en fait, je peux pas te parler, je peux pas perdre 20 minutes à préparer la call. Il avait posé le téléphone, je parlais à un siège vide et puis il bricolait, c'était génial. Merci Sylvain. Bah, là, normalement, tu es chaud. Tu as la minute promo. Donc, c'est ton moment. Voilà, la minute promo. Deuxième partie. Deuxième partie, minute promo. Eh bien, merci de votre attention. Merci Mathieu de me donner cette occasion. Rapidement, si je dois parler de moi et de Tolv, moi je suis Sylvain Deplace, directeur technique de Tolv, anciennement connu sous le nom de Phoenix Mobility. Ce que fait Tolv, c'est du rétrofit, c'est-à-dire la conversion de véhicules thermiques en véhicules 100% électriques. Nous nous adressons aux professionnels pour convertir leurs véhicules utilitaires. Nous avons des offres sur le Renault Trafic, le Renault Master, avec un partenariat que nous avons annoncé avec Renault. Nous sommes ouverts à la vente, les précommandes sont déjà ouvertes. N'hésitez pas à contacter nos commerciaux, ils seront heureux de vous répondre. Bon, là, il est fatigué, hein, il vient d'enchaîner 1h15 d'interview. Donc, moi, j'ai trouvé le premier pitch un peu mieux. Donc, allez écouter la première Ah partie. Non, c'est pas vrai. C'est ça, j'ai moins bien fait, tu veux que je le refasse, c'est ça? Non, mais tu sais Trop ce qu'on tard. dit sur les pitchs. En général, le premier, il est pas mal. Les 10 suivants, ils sont pas terribles. Et c'est le 11e qui est bien. Enfin, tu demanderas à Antoine. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Sylvain pour ta participation. Tu vas voir, la transition vers la question bonus, ça va être toute faite. Merci Mathieu, et à une prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes régalés.
Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous. Et n'oubliez pas qu'elle est coproduite par les auditeurs et les invités, donc je compte sur vous pour la soutenir. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en achetant les NFT sur planetag.uncut.fm ou tout simplement en faisant un don sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En attendant une nouvelle aventure lundi prochain, abonnez-vous à la newsletter, newsletter.planetag.fr pour ne rien rater du podcast. Merci les amis, à la semaine prochaine.